L'Euphrate, l'un des grands berceaux de la civilisation. Sur ses rives, à 100 km au sud de Bagdad, se dressent les ruines d'un empire qui a marqué l'histoire. Un peuple de conquérants et de bâtisseurs dont les exploits ont nourri les légendes. Dans l'idéologie des Mésopotamiens, la cité de Babylone appartenait au dieu tout-puissant Marduk. Le roi avait un pouvoir absolu et des ambitions démesurées. Il a conquis Jérusalem et a dominé pratiquement tout le Proche-Orient. Presque tous les royaumes du Proche-Orient sont tombés sous les coups de son armée. Il a conquis Ninive, la capitale assyrienne, envahi la Syrie et étendu son empire jusqu'à Jérusalem et même en Égypte du Nord. Les peuples vaincus ont été mis en esclavage et le butin de guerre a permis de construire celle qui allait devenir la plus grande ville du monde, la cité de Babylone. C'était une ville immense, avec une architecture monumentale, très imposante. Babylone a suscité l'admiration et la fascination comme aucune autre ville. Comment cette imposante cité a-t-elle été construite au beau milieu du désert? Et pourquoi a-t-elle disparu si brutalement? Au fil des siècles, des érudits européens ont laissé derrière eux des écrits qui peuvent nous aider à répondre à ces questions. Comme par exemple Hérodote, le philosophe grec que les Occidentaux appellent encore aujourd'hui le père de l'histoire. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, Hérodote traverse le désert pour aller visiter la cité mystérieuse. Enthousiaste, il tiendra ses propos élogieux à son sujet. Aucune cité au monde ne possède la splendeur de Babylone. Il laissera même une description détaillée du mur d'enceinte de la ville. La cité est entourée d'une double muraille qui fait 86 km de long. L'espace des courtines est si large qu'on peut se croiser sans problème avec un char à 4 chevaux. Aujourd'hui, des chercheurs estiment que la population de Babylone aurait atteint les 180 000 habitants. Au 7e siècle avant Jésus-Christ, elle était sans conteste la plus grande cité du monde. Une cité aux multiples merveilles architecturales. Ses visiteurs ont certainement été fascinés par son imposante ziggourate et par la beauté des luxuriants jardins suspendus de cette région désertique. De nombreux auteurs grecs ont écrit sur ces fameux jardins suspendus de Babylone, l'une des 7 merveilles de l'Antiquité. Ils sont toujours décrits comme étant fabuleux, ce qui correspond à l'idée générale qu'on se fait de la cité de Babylone. La beauté des jardins force l'admiration de tous les voyageurs. Diodore de Sicile, Strabon, Bérose le Chaldéen, qu'ils soient historiens, aventuriers ou soldats, tous ont visité Babylone et ont décrit la beauté envoûtante de ces jardins. Ils étaient sans doute proches de la perfection du jardin d'Éden, décrit dans la Bible. C'est pourquoi les Grecs les ont classés, au même titre que le phare d'Alexandrie,
la statue de Zeus à Olympie, le mausolée d'Halicarnasse, la grande pyramide de Khéops, le temple d'Artémis à Éphèse, et le colosse de Rhodes, parmi les 7 merveilles du monde. Diodore de Sicile célèbre la beauté de ses jardins en ces termes. Les jardins sont remplis de parfums. Les fleurs de grenadier poussent en grappes et exhalent un parfum qui embaume la brise. Les gouttes d'eau au pied de la cascade scintillent comme les étoiles dans la nuit. Pour les Grecs de l'Antiquité, Babylone est une cité imaginaire, située de l'autre côté d'un vaste désert. Pour atteindre Babylone, il faut faire une centaine de kilomètres au sud de la capitale de l'Irak, Bagdad. Mais depuis les 2 guerres d'Irak, le pays est instable et dangereux. Une escorte de militaires armés jusqu'aux dents nous accompagne dans tous nos déplacements. Nous arrivons sur un site en bordure de l'Euphrate, l'artère vitale de l'Irak. Il y a 2600 ans, l'empire babylonien s'étendait sur ces terres désolées. Aujourd'hui, ces pans de murs qui s'effondrent sont les seuls vestiges des splendeurs de l'Empire. Difficile d'imaginer qu'autrefois, sur cette terre aride, se dressait une des villes les plus puissantes du monde. L'architecte et archéologue allemand Robert Koldewey, lui, n'a aucun mal à l'imaginer. En 1889, à l'aube du XXe siècle, Koldewey monte à bord d'un train pour aller découvrir la cité légendaire. À l'époque, les chercheurs et les historiens se passionnent pour l'histoire de la Mésopotamie antique. Après le train, Koldewey poursuit sa route avec une caravane. 3 semaines à dos de chameau pour traverser le désert irakien. On trouve alors de nombreuses tablettes d'argile et des cylindres ornés de caractères cunéiformes vendus au marché noir de Bagdad et en Europe. Koldewey et son équipe creusent jusqu'à 20 mètres de profondeur et trouvent les ruines d'anciens édifices enfouis dans le désert depuis des siècles. La porte d'Ishtar est la pièce maîtresse de ces fouilles. Sa découverte est la preuve incontestable qu'ils sont bien sur le site de l'antique cité de Babylone. Koldewey rentre à Berlin avec un chargement d'environ 500 caisses. Il commence ensuite à assembler les centaines de milliers de fragments qu'il a déterrés. Le puzzle géant prend forme et la cité légendaire commence à se matérialiser. Voici la porte d'Ishtar, telle qu'elle a été reconstituée au musée de Pergame à Berlin. C'est une porte monumentale, 14 mètres de haut, entièrement revêtue de briques bleues émaillées. Des dragons et des taureaux ornent l'édifice, ainsi que des lions grandeur nature qui semblent si réels qu'on a l'impression qu'ils vont sortir du mur.
Ces décorations prouvent que Babylone est bien l'héritière de la culture mésopotamienne. La grande porte d'Ishtar était l'entrée principale de la ville. Il a fallu ajuster les dimensions de la porte d'Ishtar pour pouvoir l'exposer. On ne peut en voir qu'une partie dans le musée de Pergame. La véritable porte était beaucoup plus importante que celle que nous voyons. Aujourd'hui, des archéologues du monde entier se passionnent pour Babylone et rêvent d'entreprendre de nouvelles fouilles. Mais l'instabilité politique en Irak les oblige à patienter. À ce jour, seuls 30% de la ville ont été découverts. Voici les fondations de la véritable porte d'Ishtar, autrefois entrée principale de la ville. On n'en voit plus que les soubassements, mais il y a 2600 ans, elle devait être majestueuse. Après avoir passé la porte et tourné à droite, les visiteurs devaient arriver dans la salle du trône, aussi vaste que le palais du Vatican. Des envoyés venus des 4 coins du monde venaient y solliciter une audience avec le roi, qui dominait la salle du haut de son trône. La ville était totalement fortifiée. Elle occupait une superficie de 9 km² et a suscité l'admiration et le respect des historiens et des générations qui ont suivi. Un homme dévoré d'ambition a voulu restaurer Babylone dans toute son ancienne gloire. Saddam Hussein. Mais au lieu de restaurer Babylone, il a fait construire son propre palais dans les environs et il est mort avant d'avoir pu réaliser ses rêves de grandeur. Son luxueux palais a été pillé et les Irakiens en colère ont couvert les murs d'insultes à l'égard du tyran. Entre ces murs, Saddam Hussein a dû rêver de faire de son pays une superpuissance, à l'image de Babylone sous le règne de Nabuchodonosor II. Nabuchodonosor était un grand bâtisseur et un farouche conquérant. Pour protéger sa ville des invasions, il a fait appel à plusieurs systèmes d'ingénierie, notamment la construction d'une douve. Après avoir fait creuser une tranchée autour des murs de la ville, il fit dévier l'Euphrate de son cours pour que ses eaux coulent dans la douve. Les éventuels envahisseurs étaient ainsi tenus à l'écart des remparts. Derrière la douve, 8 portes se partageaient l'accès à la ville. Chaque porte avait le nom d'une divinité suivie d'un dicton. Urach, l'ennemi lui est répugnant. Zababa, elle déteste ses attaquants. Hadad, ô Hadad, protège la vie des troupes. Mais bien entendu, la plus belle et la plus imposante de toutes était la porte d'Ishtar qui conduisait au temple, au palais et au cœur de la cité. Pour assurer la propreté et l'entretien de leur ville, les Babyloniens de l'Antiquité ont inventé les premiers égouts en terre cuite. Un réseau complexe de canalisation courait sous la ville pour rejoindre les eaux de l'Euphrate. Près des rives du fleuve, on peut voir les vestiges d'un pont. Aujourd'hui, il n'y a plus d'eau, car le cours de l'Euphrate s'est déplacé. Mais il fut un temps où l'eau coulait à cet endroit et où un pont immense l'enjambait pour mener au cœur de Babylone. Pour débuter sa construction, les ouvriers ont enfoncé dans le sol des pieux de bois avec un intervalle régulier de 3,60 m. Les pieux ont ensuite été renforcés par des blocs de terre cuite. Pour prévenir l'érosion de la terre cuite, chaque bloc a aussi été renforcé par une structure en cèdre importée du Liban. La chaussée pouvait alors venir s'appuyer sur le tout
pour compléter la structure. On peut en déduire que les Babyloniens avaient un sens du génie civil au moins aussi développé que celui des Romains, des siècles plus tard. Les bateaux de commerce, qui arrivaient par la route de la soie au nord ou par la route de la mer au sud, devaient remplir d'effervescence le port sur l'Euphrate. Les marchands affluaient dans ces lieux et il y a eu, dès le 2e millénaire avant Jésus-Christ, beaucoup d'allées et venues entre les pays, même en bateau. On trouve de la cornaline dans presque tous les sites de Mésopotamie et elle vient en grande partie des Indes. Nous avons tenté de restituer Babylone à l'aide d'un logiciel 3D. On imagine des rues bordées d'échoppes qui vendent des tapis de Turquie, des raisins d'Asie centrale, des dattes, des mangues et autres fruits tropicaux importés de la Chaldée. D'autres vendent des céramiques, du lapis lazuli et des épices qui seront ensuite exportées à l'étranger. Hérodote raconte une anecdote intéressante à propos de la ville qu'il visita au 5e siècle avant Jésus-Christ. Ces textes sont réunis dans son ouvrage de référence, Histoire. À propos de Babylone, il écrit « Les femmes doivent attendre qu'un homme les choisisse. Les hommes payent des sommes considérables pour avoir la femme de leur choix et s'installent avec elle à l'extérieur des murs de la ville. C'est ainsi qu'Hérodote nous décrit le marché babylonien du mariage. Les femmes choisissaient elles-mêmes de se vendre aux enchères, mais personne ne les y obligeait, et les hommes pouvaient choisir une femme à leur goût. Pour les Grecs de l'Antiquité, Babylone représentait une destination exotique avec d'étranges coutumes et des monuments remarquables. C'est Nabuchodonosor le second qui va mener Babylone à son apogée. Hammurabi et lui sont considérés comme les deux plus grands souverains de la ville. En quelques années, il va conquérir la majeure partie des pays du Proche et du Moyen-Orient et fera édifier des monuments pour commémorer ses victoires. Parmi eux, la ziggourate, qui aurait inspiré la tour de Babel. On lui doit aussi l'existence des jardins suspendus, célébrés par les Grecs de l'Antiquité comme l'une des 7 merveilles du monde. Mais ces jardins ont disparu sans laisser beaucoup de traces, et certains chercheurs vont même jusqu'à douter de leur existence. Il faudra attendre les fouilles de Koldevaï pour que les jardins suscitent à nouveau l'intérêt des historiens et des archéologues. La découverte de la ziggourate et de la porte d'Ishtar vont conférer à Koldevaï une renommée mondiale. Un jour, il découvre des chambres à l'architecture étrange dans un palais près du mur d'enceinte intérieure. De 1899 jusqu'au début de la Première Guerre mondiale, l'archéologue allemand Koldevaï a soutenu que les jardins de Babylone avaient bel et bien existé et qu'ils étaient localisés dans une structure du palais sud appelée le bâtiment voûté. Il a découvert en tout 14 salles voûtées et il était persuadé qu'il s'agissait des fondations ayant servi à faire les jardins suspendus de Babylone. Koldevaï prétend que ces chambres abritaient autrefois toute la machinerie
qui servaient à l'alimentation en eau des jardins. Mais plus tard, de nombreux chercheurs réfutent cette hypothèse et affirment qu'il s'agissait en réalité d'entrepôts ou de geôles. Si ce bâtiment a servi de prison, le prophète Daniel pourrait y avoir été enfermé. Tombé en disgrâce, Daniel aurait été jeté en prison sur les ordres du roi Darius. Selon les écrits des Grecs de l'Antiquité, les jardins suspendus étaient situés près de la ziggourate. Si on se fie à ces textes, les jardins auraient été situés près du centre de la ville, du temple et du palais. C'est la raison pour laquelle Koldevai voit le palais sud comme un emplacement possible. Mais ce secteur est trop petit et il est trop éloigné de l'Euphrate. Aujourd'hui, certains archéologues prétendent que les jardins suspendus auraient bien été situés à l'intérieur des enceintes, mais plus près de l'Euphrate. Strabon, le géographe grec, nous rapporte le détail suivant. Toute la journée, une pompe hydraulique remontait l'eau de l'Euphrate jusqu'au jardin. Si on veut maintenir une végétation luxuriante sous un tel climat, il faut une alimentation en eau très importante. Et pour pouvoir pomper de l'eau dans l'Euphrate toute la journée, autant se trouver à proximité du fleuve. La controverse sur l'emplacement des jardins n'est toujours pas résolue. Il existe même une autre théorie selon laquelle ces jardins n'auraient jamais existé dans Babylone, mais dans une toute autre région. On a soulevé une autre hypothèse sur l'emplacement des jardins, en se basant sur le fait qu'ils devaient être proches de l'Euphrate. Ils ont été situés juste à côté du fleuve. Cependant, tous les murs d'enceinte de Babylone, qui sont colossaux, se retrouvent entre le jardin et le palais. Et pour sortir de son palais, le roi aurait dû escalader toutes ces murailles ou passer de nombreuses portes, au lieu d'avoir un accès direct à son jardin. Stéphanie Dallet est professeure à Oxford. Selon elle, ces jardins étaient à Ninive, une ville située au nord de Babylone, sur les rives du Tigre. Au 7e siècle avant Jésus-Christ, Ninive, la capitale de l'Assyrie, est une immense métropole. Les Assyriens sont les premiers bâtisseurs d'empires d'Asie occidentale. À son apogée, Ninive couvre 750 hectares. Par sa beauté et sa taille, elle rivalise avec Babylone. Lorsque le roi Sennachérib commence à réaménager Ninive, il change les noms, ou plutôt ajoute des noms aux portes, des noms de dieux et de déesses. Ninive ressemble alors à Babylone. Stéphanie Dallet pense que les Grecs anciens ont confondu Ninive avec Babylone. Le mot Babylone signifie la porte de Dieu, et d'après elle, Ninive avait plusieurs portes aux noms similaires. Après avoir conquis un vaste empire, les rois assyriens ont consacré leur temps et leur énergie au développement de leur culture. L'aménagement de grands parcs paysagers était alors un excellent moyen de démontrer l'autorité d'un roi. Un bas-relief, quoique très endommagé, est conservé au British Museum, ainsi que le dessin d'un autre bas-relief qui n'a pas survécu au transport.
Ils nous donnent une bonne idée de ce à quoi ressemblaient ces jardins. Quand l'eau arrivait au bout de l'aqueduc pour ensuite dévaler la colline, elle se divisait en plusieurs cours d'eau. À travers ce bas-relief, on réalise toute l'importance que les Assyriens de l'époque accordaient au jardin. Pour les alimenter en eau, ils ont construit des aqueducs et creusé des galeries dans la montagne. 50 km de réseau hydraulique pour descendre l'eau de la montagne, la porter jusqu'à Ninive, alimenter d'autres cours d'eau au passage et la mettre au bon niveau pour le jardin. C'est une réalisation exceptionnelle qui a dû forcer l'admiration des Grecs et des Romains. À 40 km de Ninive, on peut voir les vestiges de l'aqueduc de Gerwan. Il a été construit pour alimenter en eau les jardins de Ninive. Cette passion des Assyriens pour l'aménagement paysager sert d'argument aux chercheurs qui situent les jardins suspendus à Ninive. En dépit de sa splendeur, l'Empire assyrien ne va pas durer longtemps. Les Babyloniens font alliance avec le royaume des Mèdes pour l'envahir. Le père de Nabuchodonosor et ses alliés marchent sur Ninive. Au cours de l'été 612, Ninive tombe, et avec elle, l'Empire assyrien. Pour former une alliance suprême entre Babylone et les Mèdes, Nabuchodonosor avait épousé Amytis, une princesse du royaume des Mèdes. C'est ainsi qu'en 612 avant Jésus-Christ, il a pu conquérir Ninive aux côtés de son père. Stratégiquement, c'est l'alliance parfaite, celle qui unit deux grandes nations par la voie du mariage. Amytis est la fille de Siaxar, le roi des Mèdes, et ce dernier cherche à étendre son empire vers le nord. Il décide donc de marier sa fille à Nabuchodonosor, en passe de devenir un véritable héros dans toute l'Asie occidentale. Si Amytis est désormais la femme de Nabuchodonosor, elle n'en reste pas moins la fille d'un puissant allié envers qui le souverain a une dette de gratitude. Mais la princesse se sent seule dans une ville étrangère, entourée de déserts de sable à perte de vue. Elle a la nostalgie des montagnes, du chant des ruisseaux et des forêts luxuriantes de son pays. Flavius Joseph explique que ce roi, Nabuchodonosor, a construit ce jardin par amour pour sa femme. C'était une Mède, et les montagnes de son pays lui manquaient. Alors il a fait construire ces jardins pour tenter d'atténuer sa nostalgie. Le roi veut aider sa femme à guérir du mal du pays et décide de lui offrir le plus beau jardin du monde. Pour lui rappeler sa Médie natale, il veut faire aménager un immense jardin et engage les ingénieurs et les ouvriers les plus qualifiés de l'époque. À quoi pouvaient bien ressembler ces jardins exactement? Dans cette bibliothèque d'Athènes, nous avons trouvé des écrits qui pourraient bien nous éclairer. L'historien et chroniqueur grec Diodore de Sicile
a laissé à la postérité une œuvre considérable. Dans l'un de ses livres, il décrit les jardins suspendus de Babylone. À propos des jardins suspendus, il écrit qu'il y avait un accès principal, un grand escalier qui menait jusqu'au sommet des jardins. Il y avait également des terrasses construites l'une sur l'autre, une suite de terrasses superposées. Et en face de chaque terrasse, il y avait une galerie soutenue par des colonnes de pierre. D'après Diodore, les jardins formaient un carré de 123 mètres de côté. Ils reposaient sur une vaste plateforme étanche, elle-même construite sur de nombreux piliers qui faisaient office de fondation. Les terrasses montaient en escalier avec chacune des espaces pour la plantation des arbres. La description de Diodore évoque des gradins d'amphithéâtre. Pour couvrir toutes ces plateformes, ils ont posé une épaisse couche de roseaux. Ils ont ensuite couvert les roseaux d'une sorte de bitume. Et enfin, ils ont utilisé des briques cuites, cimentées avec du plâtre. L'étanchéité devait représenter la plus grande difficulté technique pour les ingénieurs de l'époque. Mais fort heureusement, ils maîtrisaient une méthode de construction qui faisait ses preuves depuis plus de 1000 ans. D'abord une première couche de briques cuites, puis une couche de roseaux, et enfin une couche à base de plomb. Quelles espèces ont bien pu être plantées dans ces jardins? Si l'objectif était de soulager la reine de son mal du pays, on imagine sans peine qu'ils ont voulu faire venir des plantes de la Médie. Mais Ecbatane, sa ville natale, était à 500 km de Babylone. Cette route nous mène à Hamadan, capitale de la province du même nom en Iran et autrefois capitale de l'Empire Mède sous le nom d'Ecbatane. Située à 1800 mètres d'altitude, la ville connaît un climat froid et pluvieux. Les Mèdes, des fermiers et des bergers pour la plupart, contrôlaient les routes du commerce qui traversaient leur région. Avec les richesses accumulées, ils ont construit des palais et des jardins. Et pour forger leur alliance avec Nabuchodonosor, ils lui ont offert en mariage leur princesse, Amytis. Cette région est plus humide et pluvieuse que n'importe quelle autre. Grâce à ce climat, il y a beaucoup d'arbres et l'herbe pousse bien. La flore qu'on trouve au nord de l'Iran est particulièrement variée. Amytis a grandi dans un palais de la Médie, a connu les changements de saison, les rivières et les cascades d'eau fraîche, les parfums des fleurs et les forêts vertes et denses. La Médie était située à l'emplacement de l'Iran actuel. Quand les Iraniens évoquent le paradis, ils font toujours appel à la même imagerie. Le paradis est un jardin luxuriant rempli de fleurs et de fruits. Il y a une multitude de cours d'eau et de bassins où coule le lait et l'eau en abondance. Ce concept du paradis profondément iranien explique la prolifération de jardins dans la Médie de l'Antiquité. Un peu plus loin, voilà Pasargadès. Difficile d'imaginer en voyant cette terre désolée quelle fut la capitale de l'Empire perse. Pasargadès signifie le jardin persan. Certains vont même jusqu'à dire que le mot anglais garden viendrait du nom de la capitale perse.
Un artiste du XVIe ou XVIIe siècle a donné son interprétation des jardins suspendus, tels qu'il les avait imaginés. Mais ce genre de jardin existait également à Pasargadès et à Persépolis. Depuis la Renaissance, des artistes européens ont représenté le paradis en se référant aux jardins suspendus ou aux jardins persans. Qu'avaient donc de si particulier ces jardins pour que les Européens s'en inspirent des siècles plus tard? Voici une reconstitution de Pasargadès réalisée en images de synthèse. Ce qui frappe immédiatement dans ce jardin situé sur le haut plateau d'Iran, c'est la présence d'aqueducs et de fontaines qui déversent de l'eau de tous les côtés. La célèbre cité de Persépolis marque l'aboutissement du génie artistique de la Perse. Érigé au sommet d'une montagne, le complexe palatin occupait 120 000 mètres carrés. Il était le symbole de la Perse jusqu'à sa destruction par Alexandre le Grand en 330 avant Jésus-Christ. Il y avait également un immense jardin inspiré des jardins suspendus et des jardins de Pasargadès. Il y avait des terrasses dans les jardins de Pasargadès. Ils ont repris le principe des terrasses pour réaliser les jardins de Persépolis. Et ils l'ont perfectionné. Aujourd'hui, il ne reste plus que le socle des fondations et quelques piliers. Mais lorsque Persépolis a connu son apogée, il devait y avoir toute une végétation d'arbres et de fleurs. Les Perses faisaient venir l'eau des montagnes et construisaient des terrasses dans lesquelles ils aménageaient des jardins. L'architecture en terrasse des jardins suspendus et des jardins de Pasargadès a servi de modèle aux jardins plus tardifs de Persépolis. L'eau avait une signification particulière dans le palais de Pasargadès. Il y avait un aqueduc et un bassin carré dans le jardin. Il y avait tout un cycle de l'eau autour du jardin pour créer une ambiance sacrée. Et en même temps, cela leur permettait de purifier l'eau. Le jardin botanique d'Eram est un parc historique de Shiraz en Iran. Dans la langue perse, Eram signifie paradis. Ici aussi, on retrouve un aqueduc et des fontaines. Les Iraniens sont connus pour avoir inventé la première fontaine alimentée par gravité. Le jardin est une féerie de fleurs et d'arbres. En les regardant, on se demande comment ils ont pu traverser le désert et être transportés jusqu'à Babylone. La taille et le poids de l'arbre ont dû être pris en compte pour savoir si on pouvait le transporter en conservant toutes ses racines ou si on devait les couper. Les arbres à fleurs et les arbres dormants pendant l'hiver sont beaucoup plus faciles à transporter. Ces étonnantes caravanes qui transportaient des arbres dans le désert devaient être une vision spectaculaire. 200 espèces d'arbres comprenant des grenadiers, des palmiers, mais aussi des espèces de fleurs très rares ont pris la route du désert. Le convoi comportait également des outres d'eau pour pouvoir arroser les plantes durant les 500 km jusqu'à Babylone. Le géographe Strabon a visité Babylone au 1er siècle avant Jésus-Christ et nous a laissé une description détaillée du système hydraulique des jardins suspendus. Un ouvrage hydraulique pompe l'eau jusqu'au sommet des jardins
et chaque section arrose au passage les terrasses en escalier. Beaucoup s'interrogent sur le mécanisme interne de cet ouvrage, mais personne n'est autorisé à le voir de l'intérieur. On pense à une pompe à vis hydraulique. Même s'il est d'usage de dire que cette pompe a été inventée par Archimède, elle était déjà en fonction dans l'ancienne Babylone. Ces pompes devaient être actionnées par des bêtes de somme, des ânes sans doute, le volume d'eau nécessaire à l'alimentation d'un tel jardin étant considérable. L'eau devait s'écouler par une cascade artificielle et se répartir dans un réseau complexe pour pouvoir arroser toutes les plantes du jardin. On raconte que les intérieurs des jardins étaient encore plus fastueux que les extérieurs. D'après les écrits, plus d'une centaine de chambres de tailles diverses étaient réparties autour d'une grande pièce centrale carrée, munie d'un bassin. Amytis et ses dames de cour devaient venir s'y rafraîchir sous la douce lumière diffusée par le plafond. Les jardins suspendus seraient donc l'œuvre d'un puissant monarque désireux de plaire à son épouse bien-aimée. L'aube d'une nouvelle année se lève sur Babylone. Le Nouvel An est une fête majeure pour les Babyloniens, comme elle l'a été pour les civilisations de la Mésopotamie dès le 3e millénaire avant Jésus-Christ. Le premier jour, on ouvrait grand les portes de la ville pour laisser entrer une procession sans fin de dieux venus des 4 coins de l'Empire. La fête du Nouvel An de Babylone avait lieu le premier jour du premier mois de l'année, selon le calendrier lunaire. Le premier mois de l'année coïncidait approximativement avec l'équinoxe de printemps, en mars-avril, selon le calendrier lunaire de l'année en question. Au moment de l'équinoxe du printemps, la durée du jour est identique à celle de la nuit. Il marquait le Nouvel An babylonien et la reprise des cultures avec le renouvellement de la nature. On raconte que ce jour-là, Marduk, le dieu tout-puissant babylonien, mettait fin au chaos dans le monde pour y faire régner l'ordre et l'harmonie. Ce jour-là, chaque pays de l'Empire devait apporter son dieu et le placer dans le temple de Marduk pour lui rendre hommage. C'est ainsi qu'il y a plus de 2500 ans, la cité de Babylone se dressait au milieu du désert. Sa ziggourate passait pour la plus haute du monde et ses jardins suspendus ont été classés parmi les 7 merveilles de l'Antiquité. Mais cet âge d'or ne pouvait pas durer éternellement. En 539 avant Jésus-Christ, Babylone est envahie par l'armée du roi des Perses. La cité est entièrement brûlée.
Rien n'échappe au carnage de la guerre, pas même la ziggourate et les jardins suspendus. Cyrus le Grand ordonne que la ville soit entièrement rasée pour qu'elle ne puisse jamais être reconstruite. Tout ce qui a fait la gloire de Babylone est emporté dans cette rage destructrice. Les ruines de la cité légendaire ont fini par s'effriter au fil du temps pour tomber dans l'oubli pendant des siècles. Telle est l'histoire de la cité de Babylone.